Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous sommes de retour avec les trois vraies voix ce soir. Pierre Clairet, directeur adjoint des études du think tank Le Millénaire. Aurore Boyard, avocate, expert en violence intrafamiliale, spécialiste du droit de la famille. Et puis Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre. Place au grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La Maison-Blanche met en garde de nouveau Israël après une attaque mortelle en Cisjordanie menée par les colons hier. Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé les actes d'une minorité extrémiste. Je cite, « La société israélienne semble de plus en plus divisée sur la politique de riposte du chef du gouvernement Benyamin Netanyahou contre le Hamas dans la bande de Gaza. » Au moment où se tient le sommet dit de la dernière chance à Doha pour éviter une guerre entre Israël et l'Iran, les médiateurs américains, égyptiens et qatariens tentent d'adopter un plan prévoyant un cessez-le-feu et la libération des otages détenus par le Hamas. Pour vous, les auditeurs de Sud Radio, cette question, nous vous la posons sur le compte X. Dans un instant, je vous dis la tendance. La question est la suivante. Israël va-t-il trop loin dans ses représailles envers le Hamas? Si vous voulez intervenir, 0826 300 300, le standard vous est ouvert. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi puisque notre invité est général François Chauvency, consultant géopolitique. Bonsoir, général. Bonsoir. Bon, où en sommes-nous? Parce que il y a plusieurs choses. Il y a cette tension hier dont je parlais, faisait état en Cisjordanie. Quand les USA rappellent à l'ordre d'Israël, c'est aussi le président israélien. Donc les Israéliens se disent là, ça, c'est hors du plan de riposte. Non, mais enfin, je crois que déjà que les États-Unis n'ont aucun pouvoir aujourd'hui sur ce que font les Israéliens en Israël. Les Israéliens font ce qu'ils veulent. Voilà, donc on peut très bien faire plein de communiqués, dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on va prendre des mesures de pression, mais le résultat est que les États-Unis et Israël sont des alliés presque privilégiés et que leur accord est tel que malgré toutes les remarques internationales de remise en cause de la politique menée à Gaza ou dans le nord d'Israël ou en Cisjordanie, c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, ouais. Eh ben, ça n'aura aucun effet parce que d'abord ça sera l'axe stratégique israélo-américain qui joue d'ailleurs jusque dans les programmes d'armement communs, comme pas l'oublier. Jean-Marc Governatori, la position aujourd'hui d'Israël vous inquiète-t-elle finalement ? D'une part, je veux remarquer que les États-Unis ont quand même le pouvoir du niveau des armes et des munitions qu'ils livrent ou pas dans le volume. Vous n'avez pas tort, mais ils viennent d'annoncer il y a 2 jours qu'ils faisaient 20 milliards de marché avec Israël à partir de 2028 en munitions et en autres outils militaires. Donc, tout à fait, et c'est leur décision. C'est leur décision. Donc effectivement, le peuple juif, il est tout à fait normal qu'il ait son État et son pays. Évidemment que nous y sommes favorables. Le fait est que le 7 octobre 2023, la communauté comme juive vous dites, et le pays... c'est bien sûr votre parti, l'écologie au centre. L'écologie centriste, évidemment. Par ailleurs, ils ont subi une attaque terroriste, ils ont subi un pogrom. Donc il était normal qu'il y ait une réaction du gouvernement Netanyahou. Mais je l'ai dénoncé dans une tribune qui est sortie en octobre 2023 dans Opinion Internationale. Et je dénonçais les fautes de Netanyahou. Il a été élu sur le fait qu'il défendrait plus que tout autre l'État d'Israël. Et jamais une attaque sur son propre sol a été aussi mortifère, puisqu'il y a eu plus de 1000 décès. Donc je trouve que effectivement, Netanyahou aurait dû plus cibler. Parce que le problème que dit la Maison-Blanche, c'est pas les attaques contre le Hamas. Il est normal que des terroristes soient attaqués par Israël. Le problème, c'est les 40 000 morts, dont une partie sont des civils. Et les civils, c'est sacré. Alors effectivement, dans une guerre, il y a malheureusement des dommages collatéraux, mais là, il y en a peut-être beaucoup. Aurore Boyard, il y a une inquiétude, en plus au niveau régional, il y a des pressions. Est-ce que vous pensez que la société française, qui a aussi beaucoup soutenu Israël, risque de se fissurer encore plus parce que il y a aussi ces courants pro-palestiniens et côté français, ce qui est en train de se passer, d'une certaine manière, fragilise l'image d'Israël ou pas ? Alors oui, bien sûr, parce qu'on le voit bien, il y a une augmentation des actes antisémites en France quand même depuis qu'il y a eu ces événements. Ça, c'est une réalité, on le voit. On en parle parfois.
Mais je crois qu'il y a a 3 fois plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, d'actes antisémites en France aujourd'hui, depuis que ces événements se sont passés. La problématique, c'est que nous, on parle de tous ces événements-là, mais on n'est pas là-bas, on n'est pas israélien, on n'est pas palestinien, palestiniens, que de toutes les façons, comme le général l'a dit, les Israéliens, ils feront ce qu'ils ont décidé de faire. De toute manière, c'est clair et net. Et nous, que peut-on faire ? Pas grand-chose en réalité. Donc si ce n'est qu'effectivement, on a des Palestiniens sur le sol français, on a des Israéliens aussi, mais aussi que ce soit les Israéliens ou Palestiniens, il y en a beaucoup qui sont contre cette guerre également. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les extrêmes. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient vivre en harmonie. Mais ce problème, on le connaît depuis des décennies. Tout simplement, et on va pas le résoudre aujourd'hui. Néanmoins, effectivement, chacun voit midi à sa porte et chacun estime le gérer comme il doit le gérer. Et franchement, nous, notre voix, notre avis, elle compte pas. C'est très important ce que vous dites. Je reviens vers vous, Général. On va faire cet aller-retour entre vous et nos vraies voix et nos auditeurs aussi. Dans un instant, vous allez vous exprimer au 0826 300 300. Qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre de ce qui se passe en ce moment à Doha ? Parce que il y a cette recherche du cessez-le-feu. On l'a bien dit, nous, on peut rien faire. Les Américains seuls, vous l'avez dit, rien. Mais là, il y a quand même des partenaires. On l'a dit, Égypte, Qatar. Ça, c'est du concret. C'est une perspective, on va dire, optimiste. Je sais pas. Il me semble qu'il n'y a pas le Hamas. Donc déjà, s'il manque un des négociateurs potentiels principal concerné, je ne vois pas comment on peut trouver une vraie solution. Sauf que le Hamas n'est pas un pays, mais un mouvement terroriste. Oui, vous avez tout à fait raison, mais il est quand même un interlocuteur qui mène la guerre contre Israël aujourd'hui à Gaza. Donc même si c'est un mouvement terroriste, c'est une réalité. Donc maintenant, dès lors que tous les acteurs ne sont pas autour de la table, qu'est-ce que vous voulez faire ? Par contre, j'aurais une autre approche. Bon, effectivement, même les Américains disent que oui, c'est un bon pas, on a fait quelque chose au Qatar, on va commencer à discuter pour un cessez-le-feu. Mais il faut être sérieux, si je peux me permettre. Le Hamas n'a pas l'intention de négocier. J'ai même l'impression, d'abord j'ai un de mes camarades de confession juive, mais générale, qui me disait, mais de toute façon, le Hamas a une vision suicidaire. Il est plus vers l'orientation. Il est là pour détruire Israël, et quitte à surtout être martyr. Oui. Donc comment voulez-vous négocier avec des gens qui ont des otages, qui ne veulent pas se rendre, malgré tout ce qui se prennent sur eux quand même, parce que ça fait maintenant 10 mois que les Israéliens les matraquent. Il y a quand même aussi des milliers de morts de combattants du Hamas. On ne change pas la politique de Sinoir. Il veut continuer. Il n'est pas là pour négocier. Il est là presque pour mourir. Et le problème est là, avec des gens qui sont extrémistes à ce point-là, au point de sacrifier leur vie au nom du martyr, il n'y a pas de traité de paix qui tienne la route, ni même de cessez-le-feu. Et je pense que la position d'Israël, dans ce contexte-là, même si effectivement il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Il faut éradiquer autant que possible les acteurs principaux du Hamas, sachant pertinemment qu'on n'éradique pas une idéologie. Mais plus les têtes pensantes seront éliminées, plus on a un espoir peut-être d'avoir une solution de crise, mais je ne suis pas très optimiste. Alors, la petite consultation, et je dis bien, s'il ne s'agit pas d'un sondage, mais la consultation sur le compte X de Sud Radio que nous suggérons aux auditeurs avec cette question. Donc, Israël va-t-il trop loin dans les représailles envers le Hamas? Vous dites oui à 60%. Bon, c'est très équilibré. Pierre Claret, on est tous partis sur le principe qu'il y avait une riposte face à ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier. Cette riposte, pour vous, elle est adaptée à la réalité de la situation encore aujourd'hui ou pas? Pour moi, pas vraiment. Pas vraiment. Et il faut le dire. Israël a le droit de se défendre et surtout, voilà, il y a une menace qui est constante et qui a augmenté vraiment depuis le 7 octobre. Par exemple, on a une peur de régionalisation avec les différents proxys de l'Iran qui peuvent se manifester d'un jour à l'autre et donc ouvrir plusieurs fronts. On a aussi un front aérien avec des attaques directes de l'Iran qui peuvent venir. Après, le problème, c'est que ça me paraît disproportionné par rapport aux objectifs que Netanyahou s'était fixés. Il s'était fixé 3 objectifs au départ. Premièrement, libérer les otages. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a encore des otages donc, qui sont retenus par le Hamas. Deuxièmement, en finir avec le Hamas. Preuve en est, aujourd'hui, les combats continuent. Le général dit c'est une idéologie avant tout, donc effectivement, on élimine pas l'idéologie. J'ai plutôt peur que justement, il crée plus de membres du Hamas et plus de fanatiques religieux comme cela, en fait, en tapant sans regarder où il tape. Et troisièmement, je dirais, et voilà, Netanyahou cherche
à garantir la sécurité du territoire israélien dans son intégralité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je le dis, donc on a une peur de régionalisation. On peut avoir des problèmes venant du Hamas, mais aussi de Cisjordanie. On peut avoir le Hezbollah au Liban, on peut avoir même les Syriens, donc tapant sur le Golan. Voilà. Ouais, plusieurs lieux stratégiques où ça peut être un retour de bâton. De toute façon, tout le monde le craint. 0826 300 300 avec notre auditeur fil rouge du jour, Hervé. Hervé, vous êtes avec nous ? Oui. Réaction, vous, votre ressenti. Alors, Aurore Boyard le disait très bien là précédemment, c'est-à-dire nous, côté français, on n'a pas la main, même si au quotidien, on perçoit les enjeux parce que il y a une diaspora des deux côtés. Mais vous, comment vous percevez finalement l'attitude d'Israël ? Écoutez, moi je vais vous dire, j'ai pas trop de confiance dans les chiffres. Je vais vous donner un exemple historique. On a parlé des fusillés de la commune, on a sorti le chiffre de 30 000 morts en une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, il y a des historiens anglo-saxons qui ont fait le comptage. Ce qui est déjà pas mal, c'est entre 2 000 et 3 000 morts. D'autre part, si vous voulez, il y a un problème de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on confond bombardement, massacre et génocide. Il n'y a absolument pas de génocide. Le génocide, c'est la volonté d'un État ou d'un groupe, si vous voulez, d'éradiquer totalement ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais et donc évidemment la propagande, je dis bien la propagande du Hamas, le Hamas, faut-il le rappeler, il faudrait le rappeler tous les jours, ce sont les frères musulmans. Ils sont pour l'éradication totale des juifs de la planète. Donc il faudrait peut-être le dire. Et en fait, ils manipulent l'opinion publique mondiale en donnant des chiffres qui manifestement sont faux. On verra dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années. Mais on ne peut pas avoir confiance, si vous voulez, puisque les chiffres que vous citez, ils viennent d'où ? Ils viennent du Hamas. Bon, moi, à titre personnel, j'ai pas cité de chiffres. J'ai juste dit qu'il y avait une consultation auprès de nos auditeurs, mais on comprend bien votre point de vue et je reviens. Alors, bon, vous aviez effectivement cette digression sur les chiffres et je vous laisse au hauteur de cette digression. Maintenant, moi, je suis très intéressé aussi par ce que vous dites sur les mots, sur la notion de génocide. Alors, justement, Général Chauvency, est-ce que les arguments avancés pour dénoncer un éventuel génocide tiennent ? Alors, en droit international, ça a été déterminé. De quoi parle-t-on quand on parle de génocide ? Je suis pas un expert de droit international, mais moi, je n'ai pas l'impression que nous soyons dans un génocide. En revanche, on est dans des crimes de guerre éventuels. Et je n'ai pas dit éventuels, parce que pour revenir à la remarque que vous avez fait tout à l'heure sur les combats... vous, Jean-Marc Governatori, en l'occurrence. Excusez-moi, oui. C'est la radio, vous faites beaucoup de télé, mais oui, donc j'explique. Bon. et en fait, la question, si vous voulez pas qu'il y ait de morts civiles, on se bat pas dans les villes déjà, et Gaza est urbanisé à 50%. Voilà, c'est tout bête. Ouais. Voilà. Donc après, effectivement, par conséquence, vous avez des dommages collatéraux. Et à un moment donné, la question du crime de guerre se pose. Le crime de guerre se pose dès lors qu'on a voulu délibérément tuer des civils. Ça devient un crime de guerre. Ça, c'est une réalité. La question est de savoir, est-ce que les Israéliens ont voulu commettre des crimes de guerre en ciblant délibérément les civils ? C'est ce qui leur est reproché. Et de fil en aiguille, on dit, vous faites un génocide, et ainsi de suite. Voilà. Le mot génocide est un mot extrêmement dangereux à utiliser. Bon, je crois qu'il a été mis en place, inventé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne me souviens plus de tout l'historique. Mais c'est un mot qui, aujourd'hui, vous le retrouvez aussi dans la guerre en Ukraine. Vous le retrouvez dans tous les conflits à un moment donné. Vous faites un génocide. Donc il faut arrêter peut-être d'utiliser des mots qui ont des sens juridiques et qui sont surtout là pour vous inspirer finalement un rejet ou une indignation. Et quand on parle de génocide, le premier réflexe qu'on a, on pense les Juifs. On pense à la Shoah. Bien sûr. On pense pas à d'autres. Maintenant, on a mis les Arméniens. D'accord. Mais à chaque fois. Donc, on est en train aussi, ce que disait très justement votre interlocuteur, finalement, on oriente les opinions publiques avec, finalement, des mots très forts et qui leur font prendre position, mais légitimement, on dit, bah oui, je m'indigne, je ne suis pas d'accord. Et là, c'est la difficulté d'expliquer, je dirais, à des opinions publiques la réalité d'une guerre, des objectifs poursuivis et de ce qui se passe vraiment avec toutes les manipulations aussi au plus haut niveau pour vous faire passer telle ou telle chose. Non, bon, très intéressant. Merci Hervé, au 0826 300 300. Mais vous voyez, très important. Bon, sur les chiffres, encore une fois, je les mets de côté, laissez-moi cette possibilité, mais vraiment sur la précision des mots, vous voyez, on est tous d'accord avec vous. Jean-Marc Governatori, la région, vous la connaissez très bien, vous l'avez visitée. La crainte aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'Iran ? C'est l'Iran, effectivement, mais vous observerez que l'Iran n'a pas répondu à ce qui s'est passé dans leur pays par rapport au chef du Hamas qui a été tué. Donc l'Iran n'a pas tant de moyens que ça, donc si ce n'est des moyens euros et des menaces.
Mais la problématique, c'est l'impact sur le monde qu'il peut y avoir en temps du coût sur les matières premières, du transport des matières premières, de l'embrasement de la région, qui impacterait les économies mondiales et par conséquent les emplois mondiaux et les emplois français. Donc c'est pourquoi il faudra trouver une solution un jour. Mais donc les solutions viennent souvent de l'intérieur. Donc ce serait à Israël d'une part et d'autre part aux habitants de Gaza et de Cisjordanie à trouver une solution. Maintenant, il faut que les grands États aux alentours s'en mêlent et apportent des solutions. La Chine, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et les pays arabes qui sont très riches et qui ont les moyens d'apporter un plan financier qui va remettre en place tout ça. D'où le Qatar. D'accord avec cette idée, Général Chauvency, que l'Iran est surtout fort dans les mots. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais... Le sentiment aujourd'hui, c'est que on peut clamer très fort qu'on va se venger et qu'au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas de vengeance, on devient peu crédible. Voilà. Reprenons quand même ce qui s'est passé le 13 et 14 avril dernier, où effectivement il y a eu une attaque en gros 350 missiles et drones qui ont été un échec complet. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que les repassages ne vont pas arriver. Je dis simplement que premier échec veut dire que le deuxième ne peut pas se produire. Donc où puis-je frapper les intérêts d'Israël en étant sûr que j'ai une victoire, quelle qu'elle soit symbolique ou pas symbolique, mais que j'ai une victoire. Et ça peut prendre du temps. Et donc, je crois qu'il ne faut pas exclure que le fait qu'à un moment donné, pour ne pas perdre la face, l'Iran sera contrainte de frapper. Mais comment ? On en parlait il y a 15 jours, 3 semaines, on donnait différentes hypothèses. Les actes terroristes contre une ambassade font partie d'une réplique potentielle de l'Iran. L'Iran est un État terroriste, on le sait. Il y a eu des attentats iraniens en France, ne l'oublions pas quand même. Voilà, donc il y a cette volonté... Qui date quand même. Qui date, mais les mollahs n'ont pas changé. La structure des mollahs est toujours là. Donc leur manière de fonctionner est toujours la même. N'oublions pas quand même qu'à Villepinte, en 2018, il y a quand même une tentative d'attentat des Iraniens contre des opposants qui faisaient un meeting en France. Donc, il ne faut pas faut se méfier. L'idéologie, là. L'idéologie, là. Et je trouve qu'elle est religieuse pour changer un petit peu. N'oubliez pas, c'est une révolution islamique en plus. C'est ça le paradoxe. Révolution islamique. Il y a les deux ensemble. Aurore Boyard, cette crainte, finalement, elle est... On le sent bien, là, je pose la question sur l'Iran. La société française, parce qu'il faut aussi le voir de notre côté, elle s'inquiète de tout cela. Le rôle de l'Iran est déterminant. Est-ce que l'Iran est finalement l'opposant qui nous fait peur et qui nous fait dire s'il vous plaît les Israéliens, vous calmez le jeu? C'est un peu ça le schéma, Aurore. Moi je pense surtout qu'en fait en France, on n'était plus habitué à la guerre. On n'était plus habitué à ces guerres de terrain. La dernière guerre qu'on a eue finalement sur le territoire français, c'était la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui les Français, entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, entre ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans ces pays-là, avec l'Iran qui vient s'en mêler, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je pense que les gens se disent que la guerre, elle peut revenir aussi chez nous. Elle peut partir de n'importe où. Et qu'ils sont un peu inquiets quand même. Et quand on voit l'impact aussi, c'est ça, c'est de la réalité aujourd'hui, de ce qu'on pensait ces guerres qui étaient terminées, qui aujourd'hui se réveillent. On a l'impression que notre Europe, on a l'impression que tous ces pays en fait avec lesquels aujourd'hui tout est mondial, vous le disiez tout à l'heure. Enfin, on a l'impression qu'aujourd'hui le monde va peut-être devenir fou et va peut-être basculer dans une guerre. Et c'est cette crainte de l'escalade, c'est cette crainte de ces guerres qui peuvent venir, qui peuvent s'inviter chez nous, auxquelles on n'a plus l'habitude et auxquelles finalement on n'est peut-être plus tellement formé parce qu'on a une armée qui est extrêmement spécialisée. Et ça, la guerre en Russie-Ukraine nous l'a démontré. Et je pense que les Français aujourd'hui, ils ont un petit peu peur de toute cette escalade et que ça vienne chez nous. On parle des actes. Ce qui nous fait toucher du doigt ça, c'est l'explosion des actes antisémites. Aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont en France qui ont peur. C'était plus tellement le cas il y a quelques années. Justement, on a un petit peu tenu par le temps. Pierre Clairet, votre point de vue là-dessus, le ressenti, il est très très fort dans notre quotidien sur ce conflit entre Israël et le Hamas. Et il est difficile, comme le dit Aurore Boyard, de garder la tête froide. Évidemment, c'est un sujet en fait qui est propice à une réponse sentimentale. Ça nous touche tous et en soi on le voit très très facilement. C'est-à-dire c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. Si on l'aborde,
peut être traité de sioniste sur les réseaux sociaux ou bien de pro je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est très compliqué. Et donc, comme le disait Aurore, ça se voit dans les actes, la multiplication des actes antisémites qui ont augmenté fortement depuis le 7 octobre dernier. C'est-à-dire, certains ont voulu rapporter donc le conflit au Moyen-Orient jusqu'en France. Et donc c'est vrai que de plus en plus c'est quelque chose qui est clivant et qui est dur dans nos existences. Bon, en tout cas l'enjeu est clair et on remercie vraiment très chaleureusement le général François Chauvency de nous avoir éclairé, consultant géopolitique et rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN, c'est ça, précisément. Ouais. Merci général. Bon, vous avez beaucoup de travail, on vous laisse, vous allez chez nos confrères de la télévision justement. Ça, j'ai fini là. Ah bon, ça passait très bien. Voilà une bonne nouvelle. Bon, merci en tout cas à vous. Bon, nous justement, puisqu'on a parlé de guerre, on va essayer de se détendre. C'est le fameux quiz de l'été qui arrive. On arrive. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.